Ligne droite, vue de haut, Liselotte Dutreuil. Et on retrouve donc Tom Benoît, essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Et puis surtout l'un de nos invités réguliers pour parler d'économie. Merci Tom Benoît d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, bonjour Liselotte. Alors j'ai commencé avec une question simple, mais pas tellement finalement. Que se passe-t-il dans notre économie ? On en entend parler tous les jours, chacun y va de sa science. Le budget, Bruno Le Maire, des révélations, des emails qui fuitent, Emmanuel Macron. Où en est-on, Tom Benoît ? Bon, la réalité surtout, c'est que la vraie économie, l'économie des entreprises, elle est à l'arrêt et elle est dans une situation très embarrassante. J'étais passé donc, comme vous le disiez, je suis un invité pas récurrent mais régulier chez vous, et il y a quelques semaines, quelques mois, je vous disais que les défaillances d'entreprises battaient des records dans notre pays. On a eu de nouveaux chiffres et les défaillances d'entreprises pour le dernier trimestre battent des records sur les records de défaillances des trimestres et des semestres précédents. Donc ça, c'est la réalité de l'économie du pays. Et on a donc, on va pas répéter ce que tout le monde connaît, comprend à l'heure actuelle, des gros problèmes de budget public. C'est-à-dire que l'État ne sait plus investir convenablement son argent pour parvenir, donc l'argent de la population par ailleurs, puisque ça se fait par de la levée d'impôts et de dettes, pour générer des recettes. Et il y a des recettes qui sont largement insuffisantes pour maintenir le déficit dans des plages convenables. Comme je disais assez récemment, à partir du moment où vous avez commencé en France à financer l'État plus par la dette, davantage par la dette que par la levée d'imposition, il y a un paradigme qui a été bouleversé. Il y a eu un problème à partir de là pour la continuité. Et ce que je vois, c'est que vous m'entendez correctement ? Je vois oui, j'ai demandé de la clim pour tout vous dire. Tant pour moi, excusez-moi. Et ce que je vois, c'est que l'État et les personnes qui nous dirigent, qui nous gouvernent aujourd'hui, sont dans l'idée d'augmenter toute forme d'imposition et de taxation. Donc on parle de la flat tax qui va passer à 33%, qui va passer même à 37% dans un avenir relativement proche et pour ce qu'on appelle les très hauts revenus, donc plus de 220 ou 30 000 euros par an, ce que l'État considère comme étant de très hauts revenus. Très sincèrement, si vous comparez le pouvoir d'achat aujourd'hui, qu'il soit immobilier, automobile et alimentaire aussi, ou hôtelier, 220 ou 230 000 euros par an, c'est pas ce qu'on peut qualifier comme étant un très haut revenu. Ou alors, je veux dire, il y a un niveau où ça serait totalement indécent. C'est le problème de beaucoup de politiques de gauche, aussi là sont pas des politiques de gauche, mais qui vont considérer qu'il faut augmenter le SMIC systématiquement et que c'est l'augmentation du SMIC qui va apporter une solution à toutes les problématiques de pouvoir d'achat. Alors qu'en réalité, non. Si vous prenez vous comparez le prix d'une petite voiture, une petite citadine ou une compacte, il y a 15 ans, 20 ans, et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire pour voir le pouvoir d'achat. C'est pas simplement, premièrement, les prix des produits alimentaires ou le montant des salaires. Mais donc, il va y avoir, je veux pas répéter ce que j'avais dit et ce qui s'est avéré être exact. J'avais parlé, lorsque ce n'était que des suppositions, de potentielle réduction de taux réduits sur la TVA. C'est ce qui s'est produit, on y est, là ça a été annoncé, donc il y a un petit jeu, on va dire un tour de passe-passe entre les élus de gauche, entre les élus un peu moins de gauche, les responsables également de la commission des finances, donc les députés qui président la commission des finances et qui sont Éric Coquerel, LFI, dans son beau rôle, je voudrais dire, qui consiste à dire non, il y aura pas, on s'oppose à l'augmentation du prix de l'électricité, à la réduction du taux réduit sur l'électricité, mais la finalité, quelle qu'elle soit, ça va être des augmentations pour les classes populaires, les classes moyennes et les classes les plus élevées. C'est l'inverse de ce qui se produit en Italie aujourd'hui. En Italie, vous avez une Giorgia Meloni qui, on peut en dire du mal, on peut ne pas la saluer sous toutes les coutures. Moi non plus, je suis pas fanatique de la politique qui est menée par Giorgia Meloni. Il y a des erreurs, il y a eu des mauvaises trajectoires, notamment sur les banques, elle avait fait marche arrière d'ailleurs il y a quelques mois. Mais Giorgia Meloni, ce qu'elle dit en tout cas d'une façon très claire ces dernières semaines, puisque eux aussi ont soumis un budget à la Commission européenne, puisqu'ils sont plus honnêtes et indépendants, comme nous,
non plus. C'est pour les revenus qui n'excéderont pas 35 000 euros environ, euh, nous allons défiscaliser au maximum et nous allons vous permettre de payer le moins d'impôts possible. C'est pas ce que dit le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que c'est toujours le gouvernement d'Emmanuel Macron, hein, que ce soit de Michel Barnier ou de Gabriel Attal. Je veux dire, ce sont des personnes qui s'inscrivent dans la Macronie, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, ça. Et puis il y a Rachida Dati, le ministre également de la Défense et des Armées, qui sont des macronistes de la première heure, mais on est en plein sous la Macronie. Et d'ailleurs, la Macronie, c'est quoi en matière d'économie? C'est vous faire croire qu'il y a beaucoup de flux, mais que vous n'en voyez jamais la couleur, au final. Ça, c'est le principe de base de la Macronie, c'est-à-dire être de droite pour l'État, être de gauche, par contre, pour la population et pour les entreprises, sauf pour quelques entreprises amies, et c'est la politique qui est menée par Emmanuel Macron et puis par les suppôts de tout ça. Alors, ça peut être Gabriel Attal, Elisabeth Borne ou Jean Castex, et aujourd'hui Michel Barnier, qui ne représente absolument rien de ce qu'on appelle la droite aujourd'hui. La droite, c'est quoi? Si on parle d'un média, à la rigueur, c'est vous, par exemple, et je crois que vous n'êtes pas tellement européiste. Si on parle d'un parti politique, bah, ça serait davantage des... Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui sont représentatifs, mais même, on va dire, Reconquête, un peu plus, ou le Rassemblement national il y a quelques années, moins aujourd'hui, et puis après des partis comme ceux de Florian Philippot, de François Asselineau, mais qui ne sont quasiment pas médiatisés, qui sont pas gérés de façon à avoir des ambitions politiques, gouvernementales aujourd'hui. Mais la vraie droite, c'est un mouvement politique qui prône la nation, la responsabilité, l'individualité, la capacité à générer de la valeur, de la richesse, l'autonomie, l'indépendance, donc la souveraineté, toutes ces valeurs-là, et ça ne sont pas du tout les valeurs d'Emmanuel Macron. Donc, d'un point de vue économique, je vous laisse poursuivre ensuite, là où la situation est très inquiétante, c'est qu'on a effectivement un gouvernement qui amalgame l'économie publique avec l'économie privée, et qui, pour trouver de grandes solutions aux problèmes publics, bah, finalement va tout simplement étouffer l'économie privée. Hmm. On a Jacques de la Rosière qui fait à peu près le même bilan que vous. Alors, c'est l'ancien directeur général du FMI et il déclare... C'est un ami, par ailleurs. Il déclare: le bilan de Bruno Le Maire à Bercy est déplorable. Et aujourd'hui, ce qui pointe dans la presse, effectivement, c'est de plus en plus cette responsabilité de Bruno Le Maire, responsabilité qui, au-delà de mauvais choix, impliquerait aussi ce qu'on disait en titre, certains mensonges, certaines magouilles. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet, Tom Benoît ? Lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec Bruno Le Maire, j'ai été beaucoup moins virulent que certains l'ont été après moi, et que ceux qui se sont réveillés après moi, pour ainsi dire, sont devenus. Je pense au député qui l'a traité de voleur lors d'une audience. Ouais. Je pense même à Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui, sur le constat, par ailleurs, fait une analyse qui est tout à fait juste. Mais comme je dis souvent, c'est la moutarde au moment du dessert. Ce qui est intéressant, c'est de dire les choses lorsque les personnes sont en fonction et d'avoir cette audace-là. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais tout en étant courtois, sympathique, cordial, professionnel, j'ai demandé à Bruno Le Maire pourquoi. Pourquoi au mois d'octobre 2023, alors qu'il avait une note qui lui stipulait qu'il serait absolument impossible de revenir à 4,9 de déficit, d'afficher 4,9 de déficit, il a maintenu qu'il y aurait 4,9 de déficit, ce qui était déjà beaucoup plus que ce qui lui était autorisé par la Commission européenne. Et je lui ai demandé pourquoi, alors que la loi organique l'obligeait de communiquer cette note, il ne l'avait pas communiquée. Sans le traité de voleur, sans le traité d'escroc, c'était pas le but. Le but, c'était de lui dire, vous êtes en fonction, monsieur le ministre, il y a un dérapage déjà depuis quelques semaines. Pourquoi vous n'avez pas fait votre devoir et pourquoi vous n'avez pas, mais sans même aller jusque-là au niveau de la sémantique. Et Bruno Le Maire m'a répondu avec une forme il faut le dire, de dédain quand même, d'autorité, de supériorité. Vous faites le perroquet des accusations du Sénat, sous-entendu, ce sont des accusations qui n'ont aucune valeur. Il y a ajouté, ce sont des calomnies, des accusations mensongères, c'est un tissu de mensonges. Je lui ai dit, mais Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains, vous accuse d'avoir maquillé les comptes. Et il m'a répondu, je ne crois pas qu'Olivier Marleix ait dit ça.
Je veux dire, vous trouvez la vidéo de partout, hein, elle a été Mm. diffusée sur LCP, sur Public Sénat, donc il y avait une forme effectivement de nihilisme de Bruno Le Maire qui, je pense, préférait temporiser avant de partir et ne voulait pas, quoi qu'il en soit, assumer personnellement toute la responsabilité de ce dérapage vers lequel on l'a dirigé, parce que Bruno Le Maire, comme d'autres, mais là c'est pas seulement l'actuel, c'est la même chose. D'ailleurs, je veux dire, c'est aujourd'hui vous avez un ministre de l'économie qui n'est pas un ministre des finances, un ministre des finances qui n'est pas un ministre du budget, et vous avez un premier ministre finalement qui est responsable de la dette, puisque le ministère du budget est rattaché à Matignon, mais pas au ministère des finances. Ça ressemble beaucoup à de l'enfumage, hein, pour parler très précisément. Parce que la réalité, c'est que vous allez vous endetter pour cette année, vous allez endetter les Français à hauteur de plus de 300 milliards, plus que pour l'année passée. Et vous parlez d'un régime ultra sec. Donc le Premier ministre, qui est responsable de la dette, parle d'un régime ultra sec pour la dépense publique, alors que certaines dépenses publiques continuent d'augmenter par ailleurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que, ayant fait la mauvaise expérience d'un Bruno Le Maire qui était responsable de tout, justement, médiatiquement et publiquement, la Macronie a préféré diluer les responsabilités. Et puisque, quoi qu'il en soit, le dérapage, les Français l'accepteront, ils seront bien obligés, ils n'auront pas le choix. Et lorsque la Commission européenne leur dira cette fois-ci, puisque vous n'arrivez plus à gérer votre dérapage, on va gérer votre endettement, on va gérer votre imposition, on va gérer la taxation sur le carbone, on va gérer les investissements pour la transition écologique, on va gérer tout ça, on n'aura pas le choix, puisque ce qu'on regardera, ce sera pas ce qu'avait dit Ligne Droite ou Tom Benoît sur tel ou tel plateau, c'est ce qui aura été fait par les ministres et les personnes en responsabilité. Et ça peut même aller plus loin que ça. Mais en attendant, pour éviter que le bouillon ne monte trop, il fallait diluer les responsabilités. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des figurants qui sont encore plus figurants que Bruno Le Maire précédemment. Mm. Est-ce que vous pensez que les engagements économiques de Michel Barnier pourront être tenus? Est-ce qu'ils sont réalistes, hein? Il parlait par exemple de ramener le déficit à 5% en 2025. Peut-être, parce que le problème, c'est que, je veux dire, ramener le déficit à 5%, mais quoi qu'il en soit, 5% de quel PIB aussi? Ça va être Ouais. ça la grande question. C'est qu'il y a un gros problème qui est plus général, mais il faudrait prendre un peu de hauteur, et ça n'est pas du tout dans la tendance des politiques d'aujourd'hui, qui font de la com avant de faire de la politique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si il y a une forme de stabilité monétaire, même avec des périodes d'instabilité, mais de stabilité générale, telle qu'il y en a eu sur ce dernier demi-siècle, durant les années qui viennent, les points de croissance seront logés dans les pays qu'on appelle du Sud global, les gros pays exportateurs d'énergie, les gros pays qui auront innové aux États-Unis encore pour quelques années, puisqu'il y a beaucoup d'entrées de capitaux aussi aux États-Unis, et qu'il y aura des technologies qui seront à l'avant-garde depuis les États-Unis sur le numérique. On le voit même dans la robotique NEC plus ultra avec Elon Musk récemment. Ça se passe pas en France ou en Allemagne, ça qui est un grand pays industriel. Donc il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait moins de points de croissance. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes un État comme la France, donc qui est gavé à la dépense publique et qui dépend des marchés, puisqu'on a un endettement qui est le premier poste de financement de l'État. L'endettement, on se finance surtout par rapport à l'endettement. On compte même plus d'ailleurs sur le fait, quand je dis on, malheureusement, c'est Michel Barnier, comme vous le soulignez précédemment. Michel Barnier ne compte même plus sur la productivité, la capacité à générer de la valeur des sociétés, mais directement sur l'endettement. Donc, si vous dépendez des sociétés pour financer un État, vous ne pouvez pas étouffer ces sociétés. Parce que vous vous dites que même si vous augmentez la flat tax, comme c'est en train d'être fait, justement, les barèmes Ouais. d'imposition, y compris pour les petites sociétés, il y a un moment où elles vont mettre la clé sous la porte et vous aurez augmenté le barème, mais vous n'aurez pas généré plus d'argent puisque les prélèvements auront diminué. C'est un peu comme si vous prenez le marché de l'immobilier, par exemple, aujourd'hui. Vous pourriez augmenter les droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire et les taxations. Quoi qu'il en soit, le marché est à plat et paralysé. Ce qui fait perdre d'ailleurs 800 millions sur l'année passée aux collectivités locales qui sont en mal de financement puisqu'elles dépendent de ça, partiellement. Et donc, si vous êtes un État qui se finance par rapport à des sociétés qui marchent,
vous prenez soin, vous êtes précautionneux par rapport à la cohérence, à la structure de votre système d'imposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas imposer les riches, qu'il faut pas... C'est pas ça, mais il faut quand même respecter une forme de cadre qui permet de générer de la valeur tout en prenant un petit peu, en captant un peu de richesse sur la production. Par contre, si vous êtes un État comme l'État actuel en France, qui compte principalement sur les marchés, vous n'en avez pas grand-chose à faire de ruiner les sociétés, parce qu'une société ruinée, c'est un chef d'entreprise qui pourrait être ponctionné par ailleurs, même si ça se fait pas directement, hein, puisque si vous êtes un SAS ou un SARL, la ponction n'est pas directe, mais sur son épargne par la suite, ou sur les derniers dividendes qu'il s'octroiera, puisque l'idée est de taxer l'épargne à la source lorsqu'elle n'était pas de l'épargne et qu'elle devient de l'épargne, et ensuite de taxer de l'épargne dans un second temps. C'est tout ce qui est en train d'être mis en place lorsqu'elle était déjà de l'épargne, et de l'épargne disponible sur des comptes. Et, et ça, c'est le gros problème de la politique de Michel Barnier, c'est que c'est une politique qui mise tout simplement sur l'aveuglement, parce que Michel Barnier fait le constat, je l'ai entendu à l'Assemblée nationale récemment, nous dire « nous avons 3200 milliards de dettes, c'est ingérable ». Mais on a envie de lui dire, mais alors, mais pourquoi mener cette même politique alors que vous avez d'autres solutions, et pourquoi ne pas voir ce qui va se passer? Parce que ce qui va se produire, moi je vous le dis réellement, c'est que vous augmentez le flat tax, vous augmentez l'imposition, il va y avoir encore plus de faillites d'entreprises, et surtout il va y avoir des systèmes alternatifs qui vont se mettre en place encore plus vite que ce que je le prédisais ces derniers mois. J'en parlais il y a quelques mois, je disais vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont se délocaliser ou qui vont trouver des moyens alternatifs même de paiement. Il y a un moment où les gens n'acceptent plus l'imposition. Ouais. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors quand on dit les gens n'acceptent plus l'imposition, on a tendance à se dire, bon, ils payent pas leurs impôts, ils vont se faire redresser. Mais malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous êtes d'ailleurs, on le voit, les premiers qui n'ont pas accepté, c'est qui? Ce sont ceux qui étaient les plus imposés, les très riches. Aujourd'hui, en effet, moi j'entre pas dans le narratif gauchiste qui consiste à dire les riches ne paient pas d'impôts. Mais par contre, si factuellement vous constatez que les plus riches ont des systèmes fiscalistes qui sont beaucoup plus en capacité d'optimiser leur imposition, c'est une réalité, ça c'est un constat. Et donc on s'aperçoit qu'il y a déjà eu une forme d'exil par établissement d'un système alternatif pour les plus débrouillards et ceux qui génèrent le plus de revenus. Et ça va se faire pour ceux également qui ont des sociétés un peu plus petites. Donc à partir de là, vous voyez que vous augmentez des barèmes d'imposition, mais que vous générez pas plus de revenus pour l'État, mais surtout que vous étouffez votre économie au bénéfice d'autres pays et des économies d'autres pays. Oui. Et les Français sont étouffés aussi, finalement. Claude Janvier nous disait à l'instant qu'aujourd'hui, l'économie est pensée par un groupe restreint, donc ce qu'il appelle l'État profond, un groupe restreint de personnes qui, justement, agissent dans leur intérêt. Aujourd'hui, Tom Benoît, est-ce que l'état de notre économie, selon vous, traduit justement cette fracture entre des élites qui tentent de s'enrichir sans prendre vraiment en considération les besoins de la nation française et des Français, et justement ce peuple qui attend peut-être un homme providentiel, qui attend que la situation change, parce que finalement c'est compliqué aussi pour les Français de comprendre tout ce qui se passe, de comprendre tous les rouages, vous nous les expliquez très bien, mais voilà, est-ce qu'on est dans cette fracture? Alors, oui, il y a du juste. Je disais récemment que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez une élite financière, politique, on va dire le haut du panier des sociétés occidentales, européennes, ou un peu moins aux États-Unis, mais qui a totalement déserté ce qu'on appelle la rue, et ce qu'on appelle la cité aussi, la ville. On vit la grande période des clubs privés. Et on voit que dans les villes modernes, c'est le cas à Dubaï par exemple, on a même éradiqué la rue, on a éradiqué les places, on a éradiqué la cité, et on a constitué des clubs ou des malls, donc des centres de vente pour consommation. Mais il n'y a pas vraiment de problème parce que il n'y a que des riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de corps intermédiaire. Et si vous avez, pour les plus pauvres, pour la population qui rassemble les personnes les plus opprimées, qui vont travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration, ils sont un peu martyrisés parfois, c'est la vérité, il faut le dire, et puis ils sont pas défendus, ils n'ont aucun pouvoir. Donc pour le moment, il n'y a pas de problème, puisque les plus pauvres n'ont pas les moyens de se révolter, et les plus riches sont les plus nombreux, donc ça fonctionne quand même plutôt bien. Sauf que c'est pas le cas en France.
En France, il y a eu énormément d'immigration ces dernières années, qui a contribué à amener, à importer beaucoup de pauvreté. Il y avait déjà beaucoup de pauvreté qui s'est accrue, et aujourd'hui vous vous trouvez avec une pauvreté qui est, enfin, on va dire des classes les plus populaires, les plus pauvres, qui sont avec des classes moyennes supérieures, mais jamais mélangées à l'élite. Et les classes moyennes et moyennes supérieures sont en promiscuité avec les classes les plus populaires, mais plus avec les classes les plus élitistes. Et ça n'était vraiment pas le cas au cours des années 80. Vous le voyez même à Paris, par exemple, mais pas seulement à Paris, avec cette grande période des boîtes de nuit, par exemple, où même les stars ouvraient des boîtes de nuit. Johnny Hallyday, Michel Blanc, disparu récemment. Et dans ces boîtes de nuit, vous trouviez tous ceux qui avaient suffisamment de malice pour y venir et pour trouver leur ticket d'entrée, et puis dans d'autres lieux également. Et puis vous avez des lieux qui étaient réellement au cœur du pouvoir. L'Assemblée nationale en 1985, à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, ça, en ces années-là, ce n'était pas l'Assemblée nationale de Sébastien Delochu aujourd'hui, si vous voulez. Donc c'était vraiment le cœur du pouvoir, c'est ce qui se passait, c'était le sommet. Et vous aviez tout ceci à portée de main, à portée du pays. Donc ça permettait au pays d'être connecté. Donc la dissociation entre l'état profond, comme le dit les classes, alors c'est un concept encore plus précis, qui vient des États-Unis, mais comme le décrit Claude Janvier, la population, partiellement est exact. C'est vrai, il y a une déconnexion aujourd'hui. D'un point de vue économique, il y a aussi la continuité de la déconnexion, malheureusement. C'est une réalité aussi entre l'économie réelle et l'économie ultra financiarisée, et donc irréelle. Les produits dérivés, toute forme de spéculation sur des contrats qui sont vendus, revendus, survendus avant même qu'ils n'aient été assumés, l'endettement massif des États sur des marchés qui ont, on va dire, un privilège du silence et de la pudeur que la population n'a pas, ce qui est totalement scandaleux, parce comment est-ce qu'on peut admettre que l'Union européenne prévoit de créer un registre qui informera, en tout cas qui réunira toutes les informations sur la propriété des citoyens, donc propriété automobile, les actions, l'immobilier, pendant que cette même Union européenne, par l'intermédiaire des dépositaires centraux des États, maintiennent un permis de silence pour les détenteurs de titres obligataires des États européens qui sont en faillite et qui sont surendettés. Donc là, évidemment, vous avez une géométrie par rapport à l'économie financiarisée et par rapport à l'économie réelle. Donc oui, il y a une déconnexion à ce niveau-là, et plus globalement, pour aller plus loin, à la décharge de l'État profond et à la décharge d'un peu tout le monde, le grand drame, c'est que ce qui est en train d'être mené comme politique par ce qu'on pourrait qualifier d'une part comme d'État profond, et puis après par tous ceux qui ne sont pas au niveau non plus et qui ne sont même pas dans les confidences du grand monde, entre guillemets, va contre ce qui serait congruent pour notre civilisation. Donc ça, c'est encore plus grave. Y compris même pour les protagonistes principaux de l'état profond, qui ont des cancers de plus en plus tôt, qui se retrouvent eux aussi dans des situations beaucoup plus risquées, qui parfois, par des rivalités qui sont solutionnées par l'hystérie et non plus par le bon sens sur le plan judiciaire, se retrouvent en prison aussi pour des raisons beaucoup plus arbitraires qu'auparavant. Donc il y a un déclin de la civilisation qui atteint tous les niveaux, mais qui atteint aussi les classes dirigeantes, malheureusement. Quand vous parlez justement de ce monde financier qui finalement est assez dématérialisé et ce besoin de retrouver une économie réelle, est-ce que vous pensez que justement retrouver cette économie réelle, ça passe par d'une certaine façon un recentrage sur la France, sur la nation, peut-être juste sur l'Europe? Est-ce qu'il faut se couper de ce système mondial? Et c'est un autre point que dénonçait Claude Janvier, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus également, Tom Benoît. Oui, c'est surtout qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on parle d'économie alimentaire, par exemple, agroalimentaire, moi je pense que la majorité de ce qui concerne l'économie agroalimentaire doit être locale, et donc doit privilégier les chaînes de production courtes, de proximité. Donc j'ai fait des suppositions à ce niveau-là, vous avez la possibilité de défiscaliser davantage les sociétés qui feraient l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur ces modèles-là. Après, si vous parlez d'économie industrielle, et notamment de
d'innovation, donc aujourd'hui elle est très numérique, comme elle a été nucléaire il y a 50 ou 60 ans, on n'avait pas besoin qu'il y ait un Parlement et une gouvernance européenne et une banque centrale européenne pour les pays d'une eurozone, pour qu'il y ait des accords qui soient signés entre plusieurs pays et que nous fassions le Concorde, que nous fassions le TGV, que nous devenions un grand pays nucléaire en collaborant avec d'autres pays et avec leurs industries, pour que en Bavière, BMW devienne ce qu'elle est devenue, pour que Pininfarina collabore avec Peugeot pour faire, ou avec Citroën pour faire la SM, la 404 coupé, pour que tout ceci existe. Et je donne des exemples parmi tant d'autres. Donc je veux dire par là que l'industrie, ce segment de l'industrie qui doit être mondialisé parce qu'il requiert des échanges qui sont par la force des choses mondialisés, n'avait absolument pas besoin qu'il y ait une gouvernance européenne pour atteindre la prospérité. Au contraire, j'ai envie de dire, puisqu'on voit bien que sous la gouvernance européenne, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. L'industrie allemande, qui était la plus grosse industrie de l'Union européenne, s'effondre. C'est quand même ça la réalité. Et même Mario Draghi l'avoue aujourd'hui. Et même Christine Lagarde, dans son discours d'hier ou d'avant-hier, nous reconnaissait, faisait ce constat assez acide sur l'état de l'économie de l'industrie européenne. Donc, après, par rapport à des contraintes écologiques, moi je pense qu'on est trop nombreux aussi, mais ça c'est encore une autre problématique qu'on va pas traiter aujourd'hui, mais qui est aussi au cœur du sujet en matière d'économie, justement, parce que ce sont pas les mêmes économies, on mène pas la société de la même façon si on est 2 milliards, 3 milliards, comme c'était encore le cas il y a à peine 60, 70 ans, ou 7 ou 8 milliards aujourd'hui. Donc, il y a un problème de nombre, il y a un problème de ressources naturelles, qui fait que on voit bien que quoi qu'il en soit, il va y avoir forcément un retour à une écologisation de la société, peut-être par le chaos, peut-être par l'excès justement de pollution, de maladies, d'ondes 5G qui vont passer de tous les côtés et qui ne seront pas étudiées comme il le faudrait, mais il va y avoir une démondialisation par ce fait-là, et aussi une démondialisation par les conflits, puisque, étant donné qu'on ne fait plus de diplomatie, tous les blocs sont en train en quelque sorte de se méfier encore plus qu'auparavant les uns des autres et d'être en totale incapacité de collaborer. Donc là aussi, il va y avoir des droits de douane de partout, donc une forme de démondialisation. Mais la seule solution, si on voulait justement une connexion à l'économie réelle, serait que dans chaque partie du monde, y compris en Europe aujourd'hui, en zone euro, ou si on retrouvait un peu de nationalisme en France, dans nos États-nations, aux États-Unis et ailleurs, il y a une connexion entre la monnaie et l'économie la plus industrielle, si je puis dire, on va dire la haute économie, pour pas parler d'économie financiarisée justement. Or aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez une économie financiarisée et vous avez une petite économie, donc l'économie monétaire au sens premier du terme. C'est pour ça moi qui parle régulièrement des questions monétaires, la question de la monnaie est intéressante et on s'en est même éloigné pour parler beaucoup plus de finance, parce que c'est la finance qui a pris le pas sur la monnaie. On a tendance à oublier généralement que le principe de monnaie, c'est aussi le principe des échanges avant tout. Alors qu'en finance, on parle même plus d'échanges. La question n'est pas vraiment d'échanger. Vous voyez bien que lorsque vous avez 15% d'endettement public par rapport au PIB mondial, et 360% d'endettement global par rapport au PIB mondial, si vous prenez les dettes privées, vous parlez pas d'échange, vous parlez d'engagement avant de parler d'échange. Donc c'est là où il y a un problème. Alors que dans l'économie réelle, vous avez systématiquement des rapports qui sont beaucoup plus courts aux échanges et qui sont liés au nombre beaucoup plus restreint de portes de sortie et au caractère liquide de la monnaie dont fait usage la population. La population fait usage de monnaie très liquide, beaucoup plus que d'actifs ou de produits dérivés pour payer. Et la connexion à l'économie réelle reviendrait, selon moi, reviendra, si elle y revient, passera par une forme de retour à la sacralité de la monnaie comme instrument d'usage un peu universel, autant pour la finance, pour le financement des États, pour les banques, que pour la population et pour les commerces. Il nous reste 30 secondes, Tom Benoît. Hier, vous rencontriez Manuel Valls. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Est-ce que l'échange s'est bien passé ? Est-ce que vous pourrez très bien. Ça allait ?
Ça s'est très bien passé, ouais. Ouais, Manuel Valls, c'est quelqu'un de brillant, par ailleurs. Moi, je partage pas ses points de vue sur le plan politique, mais ça, c'est pas journalistique. Donc, je veux dire, il y a des journalistes plus orientés à gauche, plus orientés à droite, plus souverainistes, plus mondialistes. Il y a des journalistes très européistes, justement. Moi, je le suis pas beaucoup. Mais, par contre, il y a des politiques, voilà, avec lesquels je partage pas les points, dont je partage pas la teneur politique, mais dont j'apprécie par contre la culture, on va dire, tout Ouais. simplement. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on est ravis, puis on aura probablement l'occasion de débriefer, pardon, un mot anglais, de parler de votre échange. Voilà, si jamais il y a des choses intéressantes qui ont été dites, on compte sur vous pour nous en parler une prochaine fois, parce qu'on vous réinvitera très bientôt, Tom Benoît. Merci Avec d'avoir plaisir, été Liselotte. avec nous ce matin. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. C'était intéressant de prendre un peu de hauteur sur l'économie avec vous d'un point de vue plus philosophique. À très bientôt.